Avec le magnifique spectacle que nous livre actuellement la comète C2020 F3 Neowise pour les intimes, il faut bien reconnaître que celles-ci sont particulièrement à la mode ces dernières semaines. Mais savez-vous vraiment tout d'elles? Savez-vous qu'il y en a dans d'autres systèmes et que certaines nous ont même déjà rendu visite? Je me disais aussi. On se retrouve après l'intro. Les exoplanètes. Des mondes lointains dont les mystères et les surprises ne cessent de se dévoiler de plus en plus vite. Des mondes qui sont à la croisée des chemins entre la diversité de notre univers et notre imagination. Mais comment connaît-on ces mondes? Quelle est leur histoire? Quels sont ces instruments de l'extrême qui nous permettent d'ouvrir une fenêtre sur l'univers? Notre bonne vieille Terre peut-elle avoir une jumelle habitable? En quoi ces mondes sont-ils à la fois similaires et différents de ceux que nous connaissons? C'est justement ce que vous allez découvrir dans cette série. Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle histoire d'exoplanètes. Si vous vous dirigez en plein sud, dans la constellation du Peintre, et que vous voyagez sur une distance d'environ 63 années-lumière, vous rencontrerez alors l'étoile Beta Pictoris. À première vue, sans trop vous approcher, tout vous semblerait atrocement banal. Pourtant, en y regardant de plus près, Beta Pictoris commence à révéler toute sa splendeur. La jeune étoile est en effet entourée d'un système planétaire en formation depuis seulement une bonne vingtaine de millions d'années. L'étoile en question, c'est une étoile de type A, la classe d'étoiles la plus visible à l'œil nu, classe d'étoiles dont fait également partie Vega que vous voyez à gauche et qui est comparée au Soleil à droite. Mais revenons au système de Beta Pictoris. Les planètes n'y sont pas encore achevées, bien que ce qui sera leur noyau se montre déjà bien présent. Mais pourquoi suis-je en train de parler de protoplanètes, des planètes en formation, dans un épisode sur les comètes, me diriez-vous? Ne paniquez pas, je n'ai pas oublié le sujet de cet épisode et j'y viens justement. Qui dit planète en formation, dit débris. Des grands, des petits, certains composés de roches qui seront des astéroïdes et d'autres contenant un peu plus de glace et de gaz. Ces corps glacés, lorsqu'ils se rapprochent de leur étoile, vont voir la glace située à leur surface se vaporiser et les gaz de leur noyau remonter avec des poussières et, ainsi, laisser une traînée derrière eux. Une comète est née. Et l'un des spectacles célestes les plus majestueux se livre alors aux yeux de ceux qui sont là pour l'observer. Si leur noyau, à savoir la comète en elle-même, dépasse rarement les 30 km, certains n'en font que 3 ou 4, ce qui rend les comètes si visibles, c'est leur queue, qui peut parfois faire plus de 3 unités astronomiques, soit 3 fois la distance Terre-Soleil, ou encore, pour simplifier, 450 millions de kilomètres, ce qui les rend, bien évidemment, souvent visibles à l'œil nu. La structure d'une comète est divisée, question de simplicité, en 3 parties. Le noyau, qui contient la roche et la glace, et qui est la comète en elle-même, la chevelure, un halo de poussière et de glace qui entoure la comète, et enfin la queue, qui, elle, est constituée de glace et de poussière, et est la partie que nous voyons le plus dans le ciel. D'ailleurs, avec le champ magnétique du Soleil ainsi que son vent, certaines comètes peuvent littéralement perdre leur queue, soufflée par celui-ci, les particules de la queue ayant été ionisées par le vent solaire. Celles-ci sont donc plus sensibles au champ magnétique. Ce phénomène se produit, cependant, plus généralement sur la seconde queue d'une comète et quand celle-ci est petite, parfois plus ionisée, mais aussi plus discrète. Pour en revenir à Beta Pictoris, le système est le premier où une exocomète a été détectée. Oui, je parle bien de comètes dans un autre système solaire. Sauf que là, tout de suite, vous devez vous demander comment une pareille observation est possible alors que, souvent, la détection de planètes de la taille de la Terre, ou plus petites, s'avère très compliquée, voire impossible. Eh bien, c'est très simple. Si vous vous rappelez l'épisode sur les méthodes de détection des exoplanètes, j'avais parlé de la méthode des transits, qui est l'analyse de la luminosité d'une étoile
lors du passage d'une planète devant elle. D'autre part, en analysant les longueurs d'onde absorbées par l'objet qui transite, ainsi que la durée du transit, on peut en déduire la composition de son atmosphère si elle existe, ainsi que son épaisseur. Eh bien, la méthode est sensiblement la même pour une comète. Quand celle-ci passe devant son étoile, vue de la Terre, on observe alors une absorption de certaines longueurs d'onde de la lumière émise par l'étoile. Chaque absorption correspond à un élément chimique et l'on peut, ainsi, déduire la composition de l'objet. Sauf qu'ici, le transit n'est pas de quelques minutes ou quelques heures comme une planète, mais bien plus long. De plus, la luminosité de l'étoile n'est que bloquée dans certaines longueurs d'onde, un peu comme si une atmosphère sans planète passait. Cette découverte autour de Beta Pictoris, annoncée en octobre 1987, sera ensuite suivie de 26 autres comètes dans d'autres systèmes, bien que certaines ne soient pas encore confirmées à 100%. D'autres comètes seront également découvertes dans le système de Beta Pictoris, mais on en reparlera dans un épisode dédié. D'autre part, des collisions de comètes semblent également se produire fréquemment dans le système, et ce, à cause d'une planète géante qui n'a, cependant, pas encore été découverte. Les exocomètes semblent toutefois plus courantes autour des étoiles de type A disposant d'un jeune système comme Beta Pictoris. Le problème avec ces objets, c'est que de par la distance qui les sépare de la Terre, il est impossible de vraiment les observer et les étudier. On en connaît, certes, la composition de la queue, mais sans plus. L'idéal, pour cela, serait qu'une de ces comètes vienne se balader dans notre système solaire. Et c'est arrivé. Bien que les passages d'objets venus d'autres systèmes solaires sont probablement tous les quelques mois, le premier objet extrasolaire n'a été découvert qu'il y a quelques années. Le 19 octobre 2017, le télescope hawaïen Pan-STARRS 1 permet la découverte d'un objet à la trajectoire très particulière. Bien qu'il faille quelque temps pour confirmer et officialiser la découverte, l'objet, nommé 1I pour Interstellar Oumuamua, a une trajectoire hyperbolique ouverte. Sans trop rentrer dans les détails, cela signifie qu'Oumuamua ne tourne pas autour de notre Soleil, mais ne fait que s'en approcher avant d'être catapulté par celui-ci et repartir. Bien qu'Oumuamua ne soit pas une comète, l'objet a eu une certaine activité, un très léger dégazage en passant près de notre Soleil, ce qui aura légèrement modifié sa vitesse et permis de constater ce dégazage. Mais ce dégazage n'est pas celui d'une comète. Il s'agit, ici, d'une évaporation uniquement en surface et non en profondeur. Or, le gaz des comètes venant aussi de ses entrailles lorsqu'elles se réchauffent, il faut, dès lors, rechercher une explication qui pourrait être celle-ci. Oumuamua se serait formé dans un nuage de dihydrogène, très froid, dihydrogène dont il pourrait contenir une fraction significative, même si cela reste, bien évidemment, une supposition. Oumuamua pourrait, aussi, s'être formé lors de la collision de deux objets massifs, ce qui expliquerait sa forme aplatie, même si on ne le saura probablement jamais. Le second objet de ce type détecté, c'est 2I Borisov, qui, cette fois, est une vraie comète qui sera même photographiée par Hubble, ici le 9 décembre 2019. La comète Borisov, dont le noyau fait entre 2 et 16 km, passa en effet à 3,1 unités astronomiques du Soleil et atteint une magnitude de 15, soit la luminosité de Pluton, totalement invisible à l'œil nu donc. Mais Borisov nous révéla une autre surprise. Entre mars et avril, comme cela arrive parfois avec les comètes, celle-ci se fragmenta en plusieurs morceaux distincts, entraînant un faible, mais existant, sursaut de sa luminosité, bien qu'elle n'ait jamais été visible à l'œil nu. Il fut également découvert que Borisov contenait entre 9 et 26 fois plus de monoxyde de carbone que les comètes de notre système. Cette découverte sera d'ailleurs réalisée par les télescopes ALMA au Chili et Hubble. Le problème, si l'on veut envoyer une mission vers ces objets, c'est que la détection de ceux-ci s'effectue souvent au dernier moment. Quelques mois, voire quelques semaines avant leur passage près du Soleil ou de la Terre. Il est donc, hélas, très peu probable de voir des missions partir vers Oumuamua ou Borisov,
sachant que Borisov devient presque inatteignable pour des lanceurs lourds encore en développement comme le SLS. Mais tout n'est pas perdu. Avec les nouvelles générations de télescopes, ce genre de découverte pourrait s'effectuer bien plus tôt, plusieurs mois à l'avance. C'est trop peu pour développer une mission dédiée, et c'est pour ça que l'ESA a approuvé en juin la construction de la mission Comet Interceptor qui, placée au point de Lagrange L2 du système Terre-Soleil, un point de Lagrange est un endroit où la gravité de deux corps s'annule, la mission pourrait attendre, à cet endroit, la découverte d'un objet interstellaire. Il ne resterait donc plus qu'à mettre les propulseurs de la sonde à feu pour avoir une orbite qui permettra de croiser l'objet et ainsi l'étudier. Ainsi, inutile de développer une mission dédiée et de rattraper l'objet interstellaire dans une course effrénée. Si l'objet a une orbite atteignable, il suffit d'envoyer la sonde à la rencontre de l'astéroïde ou de la comète, ce qui permettra, ainsi, d'effectuer un survol et d'en apprendre bien plus qu'avec les observations terrestres, souvent, malheureusement, beaucoup plus limitées. Mais il faut quand même préciser que Comet Interceptor ne vise pas que les comètes extrasolaires. En effet, la mission pourrait tout aussi bien partir vers une comète de notre système solaire et la croiser avant qu'elle ne s'approche trop du Soleil. Cela permettra, ainsi, d'étudier la comète dans son stade primaire sans qu'elle n'ait été dégradée par la chaleur du Soleil. Il faudra donc voir quelle cible et quel type de cible Comet Interceptor partira intercepter. Mais ça, là aussi, ce sera le sujet d'un épisode dédié. En attendant, c'est tout pour cette semaine. J'espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le liker, commenter, partager et à vous abonner en activant la cloche. Vous pouvez également regarder quelques publicités sur Utip pour me soutenir. Sur ce, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle dose d'espace. D'ici là, prenez soin de vous, prenez soin des autres, et à bientôt.